Alors, je suis dans le squash depuis les années 80. Donc, c'est mon père qui le premier m'a mis dans ce bain. Donc, il a participé au boom du squash dans les années 80 dans un club de la région parisienne où, à l'époque, il y avait le champion de France qui était dans ce club. Et donc, à 8 ans, j'ai suivi mon père dans le club. Et puis, entre les jeux, un peu comme beaucoup de gamins, hein, entre les jeux, quand mon père sortait boire un coup avec son partenaire, je rentrais sur le court, je tapais des balles. Et pendant qu'il jouait, je le regardais pas, je tapais des balles dans le couloir sur les murs du club. Et donc, dans ce club, il y avait un fort esprit de compétition. Donc après, j'ai commencé l'école de squash et le mercredi, comme beaucoup de gamins aujourd'hui. Et la première chose que je faisais quand je rentrais dans le club, c'était de regarder sur le tableau à gauche les résultats du championnat de Paris du mardi soir de toutes les équipes. Donc, ils mettaient les résultats avec les résultats détaillés de tous les joueurs, machin, bat un tel. Et rien que ça me donnait une grosse motivation. Ensuite, j'ai fait mon chemin, on va dire en parallèle, je jouais au tennis. J'étais dans les 4-5 meilleurs de ma ligue, mais voilà, ça n'avait rien de transcendant pour persévérer dans le haut niveau en tennis. Et après, c'est vrai que au squash, il y avait moins de concurrence. Et bon, j'ai eu assez rapidement des résultats au niveau de la ligue, puis après dans les championnats de France jeunes. Et puis, j'ai continué dans cette voie-là tout en faisant des études en parallèle, hein. Mon père était très branché sur l'aspect sportif et ma mère, c'était plus les études. Donc, voilà, pour ménager les deux parents, j'ai continué dans les deux voies jusqu'au bac dans un lycée normal. Et à partir de là, à 18 ans, j'ai pu intégrer l'INSEP pour faire une école de journalisme. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à 18 ans à faire des entraînements bi-quotidiens qui, à l'époque, étaient, bon, j'avais déjà changé d'entraîneur, etc., hein, bien sûr. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait rien de très structuré encore. Il n'y avait pas de pôle, pas tout ce qui peut exister maintenant dans le haut niveau. Donc, il y avait beaucoup de bricolage. Et je dis souvent aux jeunes d'estimer la chance qu'ils ont aujourd'hui d'avoir des structures et un encadrement quotidien et bi-quotidien, quoi. Donc, alors après, donc j'ai fait ma carrière de joueur de squash avec en parallèle des études. Et, euh, et puis au terme de ma carrière, vers 35-36 ans, j'ai eu envie de nouveaux challenges. Et bon, j'en ai plusieurs hein, qui sont proposés à moi. La solution de facilité, c'était quelques appels du pied de l'étranger, grâce à la carrière de sportif de haut niveau que j'avais eue. Donc, voilà, c'était soit l'appel des dollars, soit le challenge proposé par la fédération de passer le concours de professeur de sport. Je suis prêt à intégrer la formation à l'INSEP réservée aux sportifs de haut niveau, avec bon, la lourdeur de cette formation qui dure 20 mois, quoi, quasiment 2 ans. Sachant qu'à l'époque, donc voilà, après avoir décidé d'arrêter ma carrière, 15 ans auparavant, j'étais parti habiter dans le sud, donc ça demandait quasiment un changement de vie du lundi au vendredi. Hein, pour vous donner un petit ordre d'idée, le lundi matin, je reprenais mon sac d'écolier c'est ça, à 35 ans, 36 ans, et je prenais le train à 5h30 de Marseille, et je montais à Paris. Je me prenais le métro, le bus, le 112 et vogue la galère pour une semaine à l'INSEP pour suivre une formation qui a été super riche, hein, mais c'est vrai que c'était un changement de vie et puis accepter voilà, de se remettre en question et d'acquérir des nouveaux savoirs pour ensuite déjà essayer de réussir le concours et puis après
éventuellement répondre aux demandes que j'allais avoir par rapport à un futur poste au sein du ministère des Sports. Voilà, ça a été assez compliqué, hein, tant au niveau familial que le reste, hein, gestion du stress, etc. Mais bon, au final, il y a eu la réussite et donc à ce moment-là, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que l'entraîneur national senior homme, peu après que j'ai réussi le concours, a décidé de se mettre en disponibilité et de partir vivre aux États-Unis, se marier et vivre aux États-Unis. Donc le DTN de l'époque m'a proposé le challenge de la responsabilité du pôle France à Aix et de sélectionneur de l'équipe de France senior. La richesse des expériences et des compétences des autres collègues a été, je pense, un élément important. Voir un peu ce qui se passe dans les autres disciplines, les problématiques, pas rester juste avec des œillères et rester dans notre petit microcosme du squash avec les problématiques qu'il peut y avoir hein, maintenant dans le métier au quotidien, etc. Ça a été une partie intéressante. Puis après, il y a eu beaucoup d'apports théoriques en physio, sur la planification, sur la gestion des charges d'entraînement, la dynamique des charges, toutes ces choses-là. C'est des éléments théoriques parce qu'aujourd'hui, après, on se rend compte qu'au quotidien, on a ces éléments, on fait avec, mais il y a aussi il y a un facteur il y a un facteur qui est déterminant, c'est l'adaptabilité aux situations du quotidien et aux athlètes. La théorie, c'est une chose, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est souvent autre chose. Voilà, le matin, il est primordial de savoir comment ils ont dormi, s'il n'y a pas eu de problèmes qui ont pu arriver depuis la veille au soir où je les avais quittés à la fin de l'entraînement, toutes ces choses-là sont des éléments qu'on met pas dans son petit tableau Excel de planification, de gestion des charges avec ses couleurs, voilà, etc. C'est des éléments qui sont primordiaux. S'il y a une contrariété dans l'athlète, alors il y a des athlètes par pudeur ou par question d'éducation vont pas forcément vous le dire. Mais c'est à nous aussi, c'est la sensibilité de l'entraîneur de détecter ces choses-là et ensuite de devoir adapter la séance, voire, j'ai envie de dire, des fois, carrément de la zapper. Et j'ai envie de dire, c'est aussi la richesse du métier, quoi. Voilà, c'est pas que de la théorie, c'est pas un fichier Excel qu'on applique au quotidien, mais c'est toute une sensibilité, un rapport qu'on développe avec ses athlètes et arriver justement à se connaître pour mieux progresser. Et que eux progressent et que l'entraîneur progresse aussi. Parce que ouais, l'entraîneur, au quotidien, il progresse, il doit se remettre en question. Et, voilà, si on reste figé, on est mort. Pour moi, c'est résoudre les incertitudes liées à l'environnement spécifique du squash, donc la gestion des trajectoires et aussi lié aux incertitudes causées par l'adversaire. Pour ça, j'ai vu ce qu'avait dit Philippe sur comment, où, quoi, comment. J'ai envie de rajouter aussi le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on va faire tel coup à tel moment. Et pour moi, c'est pour soit marquer le point gagnant, ce qui est quand même la- la- ce qui est quand même le but ultime au squash, ou alors pousser l'adversaire à la faute. Et pousser l'adversaire à la faute, c'est-à-dire soit le travailler, soit être très proche du coup gagnant et il aura pas les outils nécessaires ou les adaptations nécessaires pour contrer ça. Aujourd'hui, le rôle d'un entraîneur, c'est de faire en sorte, je le disais au départ, d'arriver à optimiser à 100% le potentiel d'un athlète, mais c'est aussi euh, faire en sorte que l'athlète il y parvienne dans le temps le plus court,
et qui dure dans ce potentiel maximal le plus longtemps possible. Je trouvais génial de voir l'école australienne. C'est-à-dire que je pouvais arriver sur un cours et me dire ah bah tiens, lui c'est un Australien, c'est sûr. Ils ont tous le même geste, coup droit, revers, ils viennent tous de la même école. Ça, putain, franchement, c'est là l'entraîneur, hein, il fait un job, ils ont tous c'est en place, machin. Et en fait, non. Aujourd'hui, je suis complètement dans l'inverse. Je pense que si on fait ça, si on essaye de reproduire la même technique gestuelle, la même technique de déplacement sur tous ces joueurs, on est complètement on est complètement à côté de la plaque parce que chaque joueur a des qualités physiques différentes, chaque joueur a un morphotype différent. Donc, pour moi, je pense que c'était, même si ça a fonctionné à cette époque-là, chez eux, je pense qu'aujourd'hui, s'ils continuent à faire ça, ils sont pas dans le vrai. J'aime pas trop, vraiment pas, saucissonner les composantes de la perf. Donc, bah voilà, il faut essayer d'optimiser le temps dans les séances. Il vaut mieux passer. Je préfère qu'un athlète il travaille toutes les composantes de la perf sur une séance d'une heure et demie plutôt qu'il fasse 6 heures d'entraînement pour développer ça d'un côté, aller dans la salle de muscu d'un côté. Voilà, voilà, je suis pas un fan de saucissonner. Alors après, il y a une période comme en ce moment où ils sont en coupure, où ça mange pas de pain de refaire un petit travail général bah, pour corriger les asymétries et puis aussi pour faire autre chose que dans les 10 autres mois de l'année où on est essentiellement dans la spécificité. Mais j'aime travailler au plus près de la discipline, dans la spécificité, même en renforcement musculaire, le concept du carré magique, voilà, que ce soit juste avec du poids du corps ou ajouter un petit gilet lesté avec 6 à 8% du poids du corps maximum, travailler en toutes les formes de contraction musculaire, voilà, faire du dynamique, faire de la vitesse. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'aller soulever de la fonte dans une salle parce qu'il faudra beaucoup de séances avec des risques de blessures parce que les gestes techniques sont pas maîtrisés pour avoir un gain qui va être minimal. Donc, je pense que plus vous restez au plus près de la spécificité de la discipline, au mieux c'est. Une des bases pour moi de l'entraînement, c'est vraiment les spécificités de l'individu, euh, que ce soit sur l'aspect psychologique, mais après sur tout ce qui rentre dans le squash, sur les carences technico-tactiques, techniques. Voilà, si on a un entraînement qui est formaté, on va nulle part. On va nulle part. Il faut vraiment adapter à chaque individu. Et puis après, on peut rentrer encore plus dans du spécifique. Hein. Pour moi, c'est si il n'y a pas une technique, mais des techniques. Il y a rien qui est figé. Je suis à fond dans les diversifications au niveau des formes de déplacement, au niveau de la frappe de balle. On voit qu'aujourd'hui, le jeu va tellement vite qu'on est obligé d'avoir des adaptations sur la gestuelle, par exemple, la gestuelle technique, la gestuelle du bras. Donc ça, c'est vraiment, hop, c'est faire une loupe, si ça peut vous donner une image, faire une loupe sur ce point technique, essayer de le travailler avec des vitesses variées, mais en même temps, je préfère quand même que ce geste-là, il soit travaillé avec une gestion des incertitudes, parce que je pars du principe que quand on va maîtriser un geste technique avec en face des incertitudes, bah, quand il n'y a pas d'incertitude ou quand on arrive à lire très tôt l'incertitude, on va être capable de maîtriser ce geste technique les doigts dans le nez. Alors que si on travaille à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des balles distribuées de manière régulière, même s'il faut en faire pour développer la confiance, je pense que là, on se trompe et on est dans un retour en arrière. On est dans un retour en arrière. Donc, j'aime bien cette distribution avec
qu'elle soit avec la raquette ou à la main, avec des incertitudes. Voilà, moi, je suis vraiment un partisan fort du travail avec des incertitudes. Voilà, on peut, nous, à la base, enseigner des choses chez les gamins, mais on voit qu'il faut très vite trouver sa spécificité, son chemin, chaque gamin pour adapter, quoi. Et nous, c'est pareil à l'entraînement. Si on répète, c'est très, très bien. Il faut répéter avec de l'incertitude, innover en permanence. Si on n'innove pas, on est dépassé. Je pense qu'il y a certains de nos adversaires qui aujourd'hui n'innovent pas suffisamment et donc ils se font rattraper. Tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous. On gère aussi parfois des coups de fil le soir à 19h, 20h. Voilà, il faut être capable de, à un moment quand même, mettre cette barrière avec la vie familiale, parce que sinon ça peut empiéter de façon, de façon problématique, voire dangereuse. Voire dangereuse. On vit dans une société ultra connectée, on est tous ultra connectés. Donc, on reçoit des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bah voilà, on essaye de répondre au maximum aux messages, etc. Mais des fois, bon, bah, il y a un moment où il faut quand même couper, quoi. Couper le téléphone, voilà, les mails, ça peut attendre. Voilà. Après, ouais, évidemment, quand il y a un athlète qui est à l'autre bout du monde qui vous demande un truc important par rapport à son match, sa compétition, son entraînement, bah, c'est une des priorités. Il faut essayer de répondre. Voilà, quoi. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Mais franchement, il faut vraiment s'aménager des plages et réussir à mettre des barrières. Voilà, j'ai pas de honte à dire que moi, ça m'a coûté une partie de ma vie familiale pendant 3 ans, que j'ai réussi à reconstruire. Mais voilà, je vous le dis, quand on n'arrive pas à fixer des limites et des frontières, voilà, on prend un carton jaune, deux, et malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'appel à la vidéo, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Au bout de deux cartons, tu prends un rouge. Voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu, et après, croyez-moi, ça vous aide à vous épanouir et à être beaucoup plus efficace et efficient dans vos entraînements et dans toute l'articulation de vos semaines. Ça, franchement, c'est un élément, voilà quoi, c'est un élément à prendre en compte quand tu arrives à trouver le bon équilibre. Ben voilà, le matin, franchement, tu as la pêche pour tes athlètes et t'as vraiment envie de donner. Je pense que si on ne développe pas l'aspect cognitif jeune, on aura vraiment du mal à accéder au niveau, même si on a d'autres qualités. Ça sera très dur. Ça sera très difficile. Je pense que l'aspect cognitif, il doit aujourd'hui être pris en compte. On le voit avec les Égyptiens hein, qui, eux, mettent de l'incertitude dans tous les sens. Parce qu'après, j'ai envie de te dire que le reste, c'est quand même beaucoup plus facile à faire évoluer. La partie technique, technico-tactique, les qualités physiques. On peut les faire évoluer et après on peut aussi les compenser. Si toute la partie cognitive de prise d'information, traitement d'information n'est pas, si elle est défaillante, c'est difficile derrière de la corriger, de la corriger. Il y a du boulot, mais c'est faisable, mais ça sera difficile. Quand on n'arrive pas à, à avoir une prise d'information suffisante en squash. Et il y en a des informations à prendre hein, sur soi-même, sur l'adversaire, avant la frappe, pendant la frappe, après la frappe, dans le replacement, dans le placement, il y en a. Hein. Si un gamin il a pas il a, il a pas tous ces éléments-là suffisamment tôt, si on lui donne pas ces éléments suffisamment tôt, et je pense qu'à un moment, on n'a pas été suffisamment là-dedans, et ben, ça sera
ça sera du temps de perdu. Je veux pas dire qu'on peut pas le rattraper, mais pour moi, ça sera du temps de perdu. Il y a aussi beaucoup de paramètres quand même qui font que ça peut compliquer la chose. Ça peut compliquer la chose. Je pense vraiment au projet et à l'environnement. Le projet de l'athlète, le projet familial. C'est primordial d'être dans l'échange avec les parents parce que si un gamin il a des qualités, mais qu'à côté l'environnement est compliqué, ça peut, euh, ça peut ne pas faciliter la tâche. Aujourd'hui, je pense que l'environnement du gamin, il est important. Il est important et il doit être un élément de la détection, au-delà de notre œil, au-delà voilà, de tout ce qu'on peut voir. Voilà. C'était la chaîne L'équipe qui avait fait un pari sur 52 gamins, gamines. Et il avait 14 ans et le mec lui a dit bon, Grégory, combien de temps avant d'être champion du monde? Donc, Greg, oh, je pense 6-7 ans. Voilà, il a été champion du monde en 2015, il est 82, il allait avoir 33 ans. Donc, voilà, il s'était trompé de 12-13 ans. Bon, bien sûr, il a été très proche, il a été à un point en 2006 d'atteindre ce titre de champion du monde. Néanmoins, bon, voilà, c'est un titre de champion du monde. Il a eu d'autres titres énormes. Mais en même temps, c'est cet échec-là qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé. Parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, là, j'optimise pas tout. J'optimise pas tout. Là, voilà, je dois me faire aider sur telle dominante, telle dominante. Il y a des choses que je peux améliorer. Parler de longévité, ben voilà, lui, c'est un exemple de la capacité d'adaptation, malgré que Greg, ce soit quelqu'un qui est routinier, il a une routine dans laquelle il s'épanouit, mais quelle capacité d'adaptation à différentes générations du squash mondial. C'est ça qui est monstrueux. Tu vois, il a joué avec des générations, des David Palmer, des Peter Nicol, et puis après, tu avais des Rami Ashour qui arrivaient, aujourd'hui des Ali Farag, des Shorbaghi. Il a dû, voilà, à chaque fois, changer des choses, réadapter. Il a été capable de s'inspirer et de prendre des petites, avec un petit truc chez l'un, un petit truc chez l'autre, et de l'adapter à lui-même. C'est ça qui a été sa force. Parce que voilà, l'entraîneur va apporter des choses. Mais lui, il avait cette qualité d'aller prendre des choses un peu chez plusieurs personnes qui l'ont inspiré. C'est parce qu'il est devenu minutieux dans tous les détails. Et moi, j'ai vraiment envie que mes athlètes, ben, voilà, ils puissent atteindre leur potentiel le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps et les faire durer le maximum de temps, même si aussi leur faire comprendre que ben voilà, tu peux pas être au top en permanence quoi. Ben, dans une saison, dans une carrière, et ben, il faut des fois accepter qu'il y ait des remises en question, qu'il y ait des phases de régression. Voilà, ils aimeraient tous avancer beaucoup plus vite, mais malheureusement, c'est pas cartésien, quoi. Ça serait trop facile. Et puis, quelle longévité, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette fourchette que je trouve fabuleuse d'être au maximum de son potentiel. Mais qu'est-ce qu'il arrive à la faire durer longtemps, quoi. Qu'est-ce qu'il arrive à la faire durer longtemps? Voilà. Il faut revenir peut-être à l'origine, hein. Il y a ce Ahmed Barada qui a fait beaucoup pour le squash. Euh, Quand il y avait ce gros tournoi aux pyramides du Caire à Giza. C'était en direct à la télé. Et puis lui, après, il a arrêté assez tôt sa carrière. Et puis il est devenu chanteur, il est devenu artiste et il a fait parler du squash. Et puis d'un coup, bah, le squash est devenu un sport en vogue et tous les gamins se sont mis au squash. Et aujourd'hui, bah, voilà, les gamins de la haute, ils veulent, c'est le squash. Voilà, c'est le squash. Donc ils ont cette capacité d'attirance vers le squash
que nous, on n'a pas. On est un pays en France où on est très fort dans beaucoup de sports. Donc, eux, ils ont eu cette chance d'avoir une publicité énorme au départ. Et puis aujourd'hui, ils sont dans un système qu'il faudrait surtout pas qu'on reproduise parce que notre culture, notre éducation, notre façon de penser est différente. Je pense ils ont une façon de penser et ils sont dans leur mentalité joueur qui convient vachement bien au squash d'aujourd'hui. Voilà, ça va vite. Donc ça, c'est dans leur mentalité, quoi. Voilà, ça va vite. Il faut que ça aille vite. Voilà, donc ça se retrouve sur le court. Marquer le point rapidement. Ça, c'est des éléments où ils ont tout compris. Filmer des athlètes, mais c'est presque un bêtisier. Mais en même temps, ils ont cette capacité d'adaptation une fois sur le court et une fois en combativité qui est exceptionnelle, que ce soit dans l'adaptation à la tactique, à la stratégie proposée par l'adversaire, et puis aussi l'adaptation qu'ils ont dans leur gestuelle. Je veux dire, un Shorbaghi qui arme, je ne sais pas si vous voyez mon bras là, Shorbaghi qui arme comme ça, presque fermé, complet à l'arrière du court, alors que moi je préconise là, bah, le mec, on peut rien dire parce qu'une fois qu'il est sur du latéral ou sur des balles avant la vitre, il a la faculté d'adapter d'adapter son geste et de répondre à l'avant du court pareil. Donc Tarek Momen, où techniquement il y a beaucoup de choses à redire, mais néanmoins il sait s'adapter. L'intelligence d'adaptation est monstrueuse, monstrueuse. Ils ont réussi à développer des choses nouvelles. Maintenant, on voit aussi qu'ils sont quand même revenus sur un jeu qui est quand même plus carré. Et puis, sur certains, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qu'ils ont développé au fur et à mesure? Un Rami, un Ali Farag, ils ont réussi à transformer la défense, leur coup de défense, en coup d'attaque, quoi. On voit leur défense. Pour moi, un Rami aujourd'hui, même si voilà, il rentre des coups, etc., il a une défense comme un Ali Farag qui est prodigieuse, quoi. Puis, je crois que Philippe en parlait. Ils sont joueurs, ils ont ce relâchement, ils abordent peut-être différemment la pression du résultat. Moi, je leur tire mon chapeau au squash égyptien parce que ça fait maintenant un moment quoi qu'ils sont là quoi et ils tiennent, ils durent. Mais en même temps, il y a des joueurs qui arrivent à les contrecarrer. Voilà, Greg, Mathieu, il est arrivé 6 mondial. Camille, elle est arrivée numéro 2 mondial. Donc c'est faisable. Quand on veut, on peut quoi. Je le dis souvent, le travail, c'est pas la garantie du résultat. Le travail, c'est le minimum syndical. Si on fait pas le travail, il n'y aura pas de résultat. Par contre, si on fait le travail, il est possible qu'on y arrive. Si on met tous les autres éléments bout à bout à côté. Je pense que dans le squash féminin, je le dis souvent à Philippe, le boss, il n'est pas assez utilisé. Parce que quelle arme c'est le boss chez les filles qui ont des capacités physiques différentes de celles des garçons. Donc aller chercher un boss, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce elles ont pas les mêmes qualités musculaires que les garçons. Et je pense que le boss, il est sous-utilisé dans le squash féminin. Je le dis à Philippe, je pense que c'est une arme c'est une arme de destruction massive dans le squash féminin.